Bonsoir. L'unité dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, le souhait de voir se poursuivre l'engagement militaire français dans la région et la mise en place d'un commandement conjoint Barkhane G5 Sahel, ce sont là quelques-uns des engagements forts sortis du sommet de Pau en France. La rencontre entre le chef de l'État français et ses homologues du G5 Sahel s'est tenue dans le sud-ouest de la France après que Paris a demandé une clarification de la part de ces pays sur la présence militaire française dans le Sahel. Une présence qui a suscité des critiques et même des manifestations hostiles, alors que les groupes terroristes continuent de mener des attaques meurtrières contre des civils et des militaires. Les conclusions du sommet de Pau vont-ils permettre une plus grande efficacité dans la lutte contre le terrorisme? Faut-il renforcer ou réduire la présence militaire étrangère? Que faut-il aux pays de la région pour renverser la tendance sur le terrain? Autant de questions que nous allons aborder au cours de ces 30 prochaines minutes. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Washington Forum. Une recrudescence de la violence terroriste dans le Sahel pousse les pays de la région à reconsidérer leur stratégie et à mettre en synergie leurs forces militaires. Les dirigeants invités par le président français Emmanuel Macron à Pau ont accepté de poursuivre avec Paris leur engagement commun dans la lutte contre le djihadisme. Irénée Hermanumbo. Pau abrite le 5e régiment d'hélicoptères dont faisaient partie les 13 soldats tués dans un accident d'hélicoptère survenu en novembre dernier au Mali. 5 présidents africains se sont joints au président français pour rendre hommage aux disparus. Occasion pour Emmanuel Macron d'obtenir une légitimité pour les opérations militaires de la France dans la région du Sahel. Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Indignes, parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Demandez-vous bien. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin, parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires. Vous n'avez pas cet agenda-là. L'armée française, elle est là pour la sécurité et la stabilité. Je n'ai pas d'autre intérêt. La réunion s'est tenue dans un contexte où des manifestations se multiplient au Mali et au Burkina Faso. Manifestations au cours desquelles certains affirment que l'opération militaire française n'a pas réussi à rétablir la stabilité dans la région. Occasion donc pour ces présidents membres du G5 Sahel de clarifier leur position sur la présence militaire de la France dans ses anciennes colonies. Le premier point que je voudrais noter, c'est la nécessité que nous puissions coordonner l'ensemble des opérations des différentes forces sur le terrain et concentrer ces actions-là, je dirais, sur le fuseau centre. La France et les États du G5 Sahel ont convenu de modifier leur stratégie. Ils mettront désormais leurs forces militaires sous une seule structure de commandement avec une augmentation de 220 soldats français. Néanmoins, Emmanuel Macron ne veut pas que les soldats américains quittent la région. Si les Américains décidaient de se retirer de l'Afrique, ce serait une mauvaise nouvelle pour nous, je vous le confirme. Selon l'ONU, le nombre de victimes a quintuplé depuis 2016, avec plus de 4000 personnes tuées en 2019 dans le Sahel. La France, ancienne puissance coloniale, y a un enjeu avec 4500 soldats présents sur le terrain. Depuis le début de son opération là-bas en 2013, elle a perdu 41 soldats dans un combat qui, selon Paris, doit désormais être partagé. Merci beaucoup Irénée Hermanumbo. Et pour le débat, nous avons 3 invités. À Dakar, nous avons Lamine Ould Mohamed Salem, journaliste et auteur de l'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique. Et avec moi ici en studio, j'ai Marc-André Boisvert, journaliste et chercheur à University of East Anglia au Royaume-Uni. Et également ici, toujours avec moi, Henri-Désiré Zouzi, consultant et analyste politique basé à Bruxelles, mais en visite ici à Washington. Merci à tous d'être avec nous pour ce débat. Et je démarre avec vous, Lamine Mohamed Ould Salem. Le président français a voulu ce sommet pour que les chefs d'État du G5 réaffirment leur souhait de voir Barkhane rester dans la région. Ils ont souhaité que Barkhane reste, donc, même ils ont annoncé un commandement conjoint. Comment est-ce que vous appréciez tout cela?
Alors, il faut dire qu'en fait, je pense que ceux qui suivent avec assiduité ce qui se passe dans cette région, les rapports entre la France et les pays de cette région, il n'a jamais été question que Barkhane se retire ou que la France se retire. Ça aurait été un aveu d'échec insupportable aussi bien pour les Français que pour leurs partenaires sahéliens. Mais par contre, il était effectivement logique qu'à un moment donné, les chefs d'État de cette région et leurs partenaires français, parce que il faut dire que la France est le pays étranger le plus engagé dans la lutte contre le djihadisme dans cette région. Il était logique qu'ils se mettent à table et qu'ils discutent, en fait, faire une sorte d'état des lieux, et éventuellement ajuster les actions entreprises jusqu'ici, parce que il est très surprenant, aussi bien pour les opinions sahéliennes, africaines aussi en général, mais aussi françaises, que depuis 2013, la France est présente dans cette région et la violence djihadiste ne fait qu'augmenter. Absolument. C'était logique que ces chefs d'État se réunissent. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui est ressorti de ce sommet? Est-ce qu'ils ont trouvé la bonne solution, la bonne formule pour finalement trouver la bonne riposte? C'est ça la grande question, parce que ils annoncent l'envoi de 250 soldats français de plus la création d'un commandement conjoint. Or, nous avons déjà les armées nationales qui ont été très équipées, très officiellement financées, équipées, entraînées par les partenaires étrangers. Nous avons la force Barkhane, nous avons la MINUSMA, le G5 Sahel, la CEDEAO qui se prépare éventuellement aussi à intervenir, et éventuellement, et pourquoi pas l'Union africaine. Est-ce que cette multiplicité des acteurs... On pourra revenir sur tout cela si vous le permettez, Lamine. Je vais me tourner au niveau de vous, Henri. La France annonce qu'elle va envoyer 200 soldats supplémentaires, comme le disait Lamine, alors que certains, pas tous certainement, demandent son retrait. Comment cela, à votre avis, risque d'être accueilli dans ces pays? Alors, avant de vous répondre, peut-être relativiser une partie des propos qui viennent d'être tenus. C'est vrai que la France est là depuis 2013, mais dire que les violences ont augmenté depuis lors, ce serait un peu aller vite en besogne. Je pense que c'est aussi dû au fait de la faiblesse des armées nationales. Il n'a pas dit que c'est à cause de la présence française. Non, il a simplement dit que depuis 2013, malgré cette présence, les violences se sont accentuées. Donc je pense qu'il y a aussi à mettre à l'actif de ce qui s'est passé la faiblesse récurrente des armées nationales. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, je ne sais pas si cela changera grand-chose. Ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est qu'au bout de 3-4 ans, on se rend compte qu'il est important d'avoir une coordination au niveau du commandement. Moi, très sincèrement, cela m'inquiète un peu. D'autant que le G5 Sahel, quand on y réfléchit finalement, à côté de la force conjointe, à côté de l'Alliance Sahel, à côté notamment du programme d'investissement prioritaire, à côté également de toute une série de structures, devient une sorte de millefeuille où on a beaucoup de mal à se retrouver. Et je pense qu'il serait peut-être intéressant, avant d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion, de faire une évaluation de ce qui a pu être fait et juger tout cela à l'aune des actions qui ont été menées. D'accord. Marc-André, une partie de l'opinion a un problème avec la présence française, plus généralement des troupes étrangères, mais est-ce que ces armées, les armées de ces pays-là, qui souffrent beaucoup des attaques dont elles sont elles-mêmes victimes, est-ce que ces armées peuvent faire face seules à ces terroristes? On peut se poser... Il faut regarder la réalité du terrain, notamment quand l'opération Serval a été lancée en 2012. En 2013, mais ça fait maintenant 7 ans qu'on est passé de Serval à Barkhane. Quand cette opération-là a été lancée, plusieurs acteurs étaient là sur le terrain, notamment beaucoup d'acteurs africains. La CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde a essayé de trouver une solution. Et finalement, quand la France est arrivée à la fin, c'est par absence de solution, finalement, un moment où est-ce que c'était devenu urgent d'agir. Depuis ce temps-là, on est toujours dans cette logique-là. Moi, ce qui m'intéresse présentement, on voit le sommet de Pau, on voit les décisions qui ont été prises, mais ce qui est vraiment important, c'est de regarder ce qui se passe sur le terrain. 2019 a été une année extrêmement mortelle, notamment dans la région des 3 frontières, Niger, Burkina Faso, Mali. On se retrouve dans une situation où est-ce que la situation sur le terrain, elle, est de pire en pire. Elle ne s'améliore pas. Et on fait face avec des armées qui, malgré des petites améliorations, elles n'arrivent pas tout simplement à faire face
à un ennemi qui est de plus en plus puissant, qui fait des attaques de plus en plus coordonnées et précises. D'accord. Alors, Lamine, est-ce que les dirigeants africains ne sont pas un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la pression de l'opinion publique et cette nécessité de maintenir cette coopération militaire qu'ils jugent importante? Mais évidemment, bien sûr qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'interroger leurs propres responsabilités dans ce qui se passe dans la région. Et là, c'est l'occasion justement de rappeler, parce que tout à l'heure j'ai entendu dire que, en fait, une contestation de mes propos disant que jamais la violence n'a été aussi grande que ces dernières années, que depuis l'intervention de Barkhane. Ça c'est factuel, c'est fait, c'est discutable, c'est incontestable. Mais cela ne veut pas dire que les Français sont responsables de cette situation. Il y a une responsabilité historique des pays de cette région. Ils n'ont jamais réglé parce que tous ces problèmes que nous voyons aujourd'hui, cette greffe des groupes djihadistes dans cette région, elle s'est faite sur un fond de conflits très anciens et de problèmes très anciens que les pays de la région n'ont jamais réglés. La question touareg, la question des minorités ethniques, c'est pas qu'au Mali, il ne faut pas non plus incriminer que le seul Mali. Dans toute la région, on a quasiment... il n'y a pas un pays de la région où il n'y a pas un problème de cohabitation ethnique, que de la Mauritanie, Burkina Faso, Tchad, etc. La question de la gouvernance. Comment voulez-vous, par exemple, ce qui explique... là, on n'a jamais vu l'État islamique aussi puissant, aussi actif que cette année. Pourquoi? Ça s'explique. D'accord. Si vous le permettrez, justement, on peut revenir là-dessus. Et justement, j'aimerais bien insister quand même sur la responsabilité historique des gouvernements. Des gouvernements, tout à fait, on a bien compris. Justement, il y a eu des manifestations anti-françaises, notamment à Bamako et au Burkina, avant le sommet de Pau. Je vous propose d'aller dans la région, voir comment ces populations réagissent après cette rencontre entre le président Macron et ses homologues du G5. Je suis satisfait de la conclusion, dans la mesure où nous disons, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Afrique ne peut pas se déployer. Nous, qui ont été colonisés par la France, on ne peut pas dire que nous allons nous défaire de la France parce que nous n'avons pas encore les moyens pour lutter quoi que ce soit. Donc, je trouve quand même que, quoi qu'on en dise, il y a encore du chemin à faire. Nous n'avons pas besoin d'importation d'hommes. Nous avons besoin d'une importation de technologies militaires de pointe. Nous avons besoin d'équiper, de doter nos forces armées nationales qui ne sont pas une coalition de fainéants. Nos soldats, ce sont de braves et de vaillants gens qui meurent et qui risquent leur vie avec peu et qui obtiennent des résultats substantiels. À part ça, les gens attendent de voir, certains sont sceptiques et comme nous l'avons écrit aussi, ça ne va pas pour le moment changer fondamentalement ce ressentiment anti-politique française, sauf si sur le terrain, effectivement, ce Barkhane reprofilé là, avec le nombre de militaires qui a augmenté de 220, on passera à 4720 et l'arrivée de la cavalerie européenne, sauf si sur le terrain ça change. Pour le président français Macron, sa réaction nous a beaucoup déçus, nous les Africains, surtout précisément les Maliens. Ce sommet de Pau n'est que du folklore. Rien n'a changé, rien n'a évolué par rapport à la demande des Maliens. Voilà quelques réactions à Bamako et à Ouagadougou. Alors Henri, la bataille de l'opinion, elle est importante, elle doit être gagnée pour donner plus de légitimité à la présence militaire française. Et cette légitimité, certes, la France l'a obtenue auprès des dirigeants, mais pour vaincre les terroristes, il faut que les populations s'impliquent, n'est-ce pas? Comment faire pour que l'opinion soit à bord? Alors, je pense qu'il y a deux choses à rappeler à ce propos. Il y a d'abord cette impression, peut-être parfois fâcheuse ou excessive, que l'Afrique, ou en tout cas les pays concernés, semblent sous-traiter leurs propres responsabilités à résoudre leurs propres problèmes. Et la deuxième chose, c'est la capacité, justement, de ces pays à pouvoir se réapproprier la gestion de ces problèmes et ne pas laisser à la seule France le leadership, ou en tout cas le monopole, je dirais, de l'initiative. Les choses doivent être expliquées de manière extrêmement claire et cohérente. Et puis surtout, le plus important, c'est que les messages, ou en tout cas les réactions que l'on peut percevoir, ou en tout cas analyser comme étant anti-françaises, sont aussi et surtout des messages adressés contre les dirigeants africains qui sont, à tort ou à raison,
considérés comme étant plutôt dans une posture de servitude volontaire par rapport à des initiatives qui ne viendraient pas des Africains eux-mêmes. D'accord. Alors André, on parle beaucoup de cette région des trois frontières, où d'ailleurs va se concentrer l'essentiel des efforts de ce nouveau commandement conjoint qui va être mis en place. Pourquoi cette zone est difficile pour les troupes de la région? Bien, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Et le principal élément qu'il faut garder en tête présentement, c'est que les attaques les plus mortelles dernièrement ont lieu là-bas. C'est devenu une région où est-ce que la gouvernance n'est plus là, où est-ce que les écoles ne fonctionnent plus dans la plupart des cas, où est-ce qu'il n'y a plus de mairie, où est-ce qu'on ne peut plus avoir un certificat de naissance. C'est vraiment une région qui a été délaissée et qui a une espèce de vide gouvernemental. Donc, ça rejoint un peu la question qu'on parlait du mécontentement des gens face à l'intervention française. Pour beaucoup, c'est une question de gouvernance avant tout. C'est une région où est-ce que finalement l'enjeu militaire est très grand, mais c'est des enjeux qui touchent tellement de questions à la fois, et la solution, évidemment, ne sera pas juste militaire. D'accord. Avant d'aller en pause, Lamine, le groupe État islamique au Grand Sahara a revendiqué l'attaque meurtrière de Chinagoder qui a fait 89 morts parmi les soldats nigériens. Les chefs d'État ont clairement dit qu'ils vont cibler ce groupe, même si les autres seront également dans la ligne de mire. Pourquoi le GIGS est-il devenu si puissant dans le Sahel? Alors, à mon avis, je pense que ça s'explique par de manière très simple. Il faut savoir que l'État islamique dans le Grand Sahara, qui est dirigé par Adnan Abou Olid Sahraoui, de son vrai nom Mohamed Yahbib Ould Joumani, qui est un natif du Sahara de l'Ayoun, dans l'ex-Sahara espagnol, qui a rejoint l'ex-GSPC algérien, ACMI, puis après fondateur du Mijao, s'est implanté d'abord dans cette région de Gao, à l'époque où les djihadistes occupaient cette région. Alors, il a procédé comme tous ses amis de la manière très classique chez les djihadistes, comme l'avait fait Belmokhtar avant lui. Il s'est marié dans cette région, c'est qu'il lui a donné donc l'avantage d'avoir des liens matrimoniaux, donc une sorte d'intégration sociale dans la région. Deuxièmement, ils ont profité, comme partout d'ailleurs, d'existence de conflits très anciens dans cette région entre les communautés locales. Et le fait qu'ils puissent avoir, par exemple, aujourd'hui, l'essentiel de ces combattants, quand on les voit sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'ils diffusent, viennent de la communauté de cette région qui elle-même se plaint de très longtemps, d'abord des exactions présumées de la part des agents de l'autorité, puis mais aussi des groupes, des milices locales, comme notamment le mouvement de Salih Azawad. Rappelez-vous bien qu'il y a de cela quelques années. Peut-être que, Lamine, on est un peu coincé par le temps. Malheureusement, je renvoie nos téléspectateurs à votre livre « L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique ». Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Abdourahmane Dia à la présentation. Je rappelle nos invités à Dakar, Lamine Ould Mohamed Salem, journaliste et auteur de L'histoire secrète du djihad d'Al-Qaïda à l'État islamique. Avec moi ici à Washington, Marc-André Boisvert, journaliste et chercheur à University of East Anglia, et Henri Désiré Zouzi, analyste politique basé à Bruxelles et en visite ici donc à Washington. On a beaucoup entendu les Africains, notamment ceux vivant dans les pays touchés par les attaques terroristes, mais que pensent les Français eux-mêmes de la présence de leurs troupes au Sahel? Je vous propose de suivre ces réactions recueillies à Paris.
Si ça peut éventuellement générer quelque chose de positif là-bas et régler certaines situations, pourquoi pas. Je pense qu'il serait peut-être temps d'enlever nos militaires de là-bas. Ils se font tuer pour une cause, c'est une belle cause, mais un petit peu hors d'atteinte, quoi. Il y a peut-être une bonne intention qui est présentée, mais je pense que malheureusement, comme un peu souvent avec les pays occidentaux qui se mêlent des histoires en Orient, il y a un peu d'attention cachée derrière. Si on peut au moins combattre les djihadistes et renforcer la sécurité, c'est parfait. J'ai rien à dire. Je suis pour parce que je pense qu'il faut lutter contre le terrorisme où qu'il soit. Donc en France mais hors de France, et de toute façon c'est à la source qu'il faut aller chercher les solutions. Et aujourd'hui, je ne crois pas que les troupes de tous ces pays-là soient en capacité de le faire toutes seules, sans formation et sans accompagnement. Je pense que c'est bien l'intervention militaire où il y en a besoin. Après, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas s'il faut vraiment intervenir ou pas, il faut laisser aux diplomatiques pour ça. On voit que ça ne rapporte rien, on a les expériences de l'Irak, de pas mal d'autres, la Libye, etc. Donc voilà, si ça peut apporter quelque chose ou rapporter quelque chose rapidement, pourquoi pas, mais sur le long terme, non. Je pense que la France a un rôle à tenir, donc il faut que ce soit fait à bon escient, mais oui, je suis plutôt pour. Voilà donc quelques réactions recueillies à Paris. Alors Henri, quand vous voyez ces réactions, comment voyez-vous l'avenir de l'engagement des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, surtout que les États-Unis ont indiqué qu'ils pourraient réduire leur présence sur le continent, leur présence militaire? Alors la lutte contre le terrorisme est évidemment une affaire de tous. Naturellement, l'Afrique ne doit pas être en reste et il est bon et sain qu'il y ait effectivement de la part de la communauté internationale une volonté de soutenir cet effort, mais rappelons quand même que c'est aussi et surtout aux Africains qu'il appartient de pouvoir prendre, je dirais, des initiatives. Par rapport aux États-Unis, cela fait quand même plusieurs mois qu'on parle d'une stratégie progressive de désengagement. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en pleine année électorale, 2020, et que donc, effectivement, les blessures qui ont été ça et là infligées aux Américains en dehors du théâtre des opérations du Sahel, mais aussi au niveau asiatique, font qu'une certaine opinion publique a peut-être aussi envie de voir les États-Unis se tenir un peu à distance respectable de tous ces conflits. Dernier élément, c'est que les Américains souhaitent être beaucoup moins contributeurs et donc mettre un peu moins la main à la poche pour soutenir parfois des conflits qui ne les concernent pas forcément, mais pour autant maintenir une coopération, notamment dans le domaine du renseignement. Alors, Marc-André, quel impact une éventuelle baisse de la présence américaine pourrait-elle avoir dans la lutte contre le Sahel? Vous avez aussi vu les réactions à Paris, c'est des réactions mixtes. Oui, en fait, le problème avec la présence américaine au Sahel, c'est qu'en termes de nombre, c'est pas beaucoup. Il n'y a pas une énorme présence américaine, du moins pour la partie Niger, Mali et Burkina Faso. Dans le budget américain, c'est très peu. Surtout que les forces américaines en Afrique sont concentrées surtout dans la corne de l'Afrique et beaucoup aussi pour la lutte contre Boko Haram. Donc, pour ce qui nous intéresse ici, c'est un effort minime. Mais malgré tout, le président Emmanuel Macron a souligné le point que c'est un soutien qui est important, notamment en termes d'intelligence, de capacité de drone. Ils viennent d'ouvrir une énorme base au nord Niger. Beaucoup d'investissements du peuple américain au Niger. Et si le retrait est imminent, on se pose comme question, est-ce que cet investissement, à la fin, était rentable? Donc, on parle aussi de la présence que des Européens pourraient aussi venir renforcer les troupes françaises. Ça pourrait signifier peut-être un renforcement de la présence européenne. C'est toujours une présence multilatérale est toujours la bienvenue, surtout à ce moment où est-ce que toutes les manifestations montrent que le sentiment postcolonial est assez fort et que c'est mêlé à tout. L'autre question, mais je pense que mon voisin ici l'a bien souligné, c'est que c'est aux Africains aussi à prendre le leadership. Et tant qu'il n'y aura pas une appropriation nationale, toutes les stratégies... Oui. Et justement, Lamine, qu'en est-il, disons, des autres pays africains, notamment l'UEMOA, qui a récemment annoncé son intention d'appuyer financièrement le G5 avec une enveloppe de 50 milliards de francs CFA. Il y a aussi l'Union africaine, n'est-ce pas? Ces institutions sont-elles suffisamment engagées, à votre avis? Justement, l'un des grands problèmes d'ailleurs et sur lesquels malheureusement le sommet de Pau n'a pas beaucoup insisté, en tout cas
ni les chefs d'État dans leurs déclarations devant la presse, ni les commentateurs, c'est que cette question des moyens n'a pas été réellement abordée. Or, on sait très bien qu'il s'agit de pays extrêmement pauvres, très démunis, et qui avaient eu cette idée assez géniale quand même de mutualiser leurs efforts dans le cadre de cette histoire de G5 Sahel. Mais malgré les promesses, le G5 Sahel n'a toujours pas eu de 350 ou 400 millions d'euros promis, ils n'en ont reçu que 150. Mais le grand problème, par contre, c'est une question très importante à souligner, c'est que comment s'assurer que à supposer que ces moyens soient là, mais comment s'assurer d'une très bonne gestion de ces moyens dans des pays qui ne sont pas réputés pour des gestions, pour des traditions quand même de gestion vertueuse des ressources publiques, d'une part. Deuxièmement, comment se fait-il que le sommet de Pau, qu'on a annoncé comme décisif, a négligé la question du financement du problème du Sahel? Non, pas la question du développement, la question de la démocratie, la question de la bonne gouvernance, les questions sociales. Ce sont ces problèmes. Et la variante religieuse, il y a une variable qu'on exige très souvent, c'est la variante. Il faut un contre-discours. Il n'y a pas de production d'un discours aujourd'hui au Sahel, ni officiel, ni officieux, contre le discours salafiste. Il marche très bien parce que c'est un discours très égalitaire, très séducteur. Et quand vous regardez très bien là où se sont greffés, que ce soit dans le Massina, dans le nord du Burkina Faso ou au Nigeria à l'époque de Boko Haram, ce sont des groupes qui sont greffés sur des problématiques locales extrêmement importantes. D'accord. Et je vais poser une question à tout le monde. Et je commence par vous, Lamine. Finalement, faut-il plus ou moins de troupes étrangères dans le Sahel? Lamine. Pour l'instant, je pense que si les troupes étrangères se retirent, tous les pays de la sous-région s'effritent. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, est-ce que cette présence doit durer très longtemps? Pas du tout. Parce que d'abord, ce n'est ni dans l'intérêt des partenaires étrangers, ni dans l'intérêt de ces pays. Mais comment trouver en sorte, justement, que les pays de la région, les armées des pays de la région, prennent le leadership de l'action militaire sur le terrain, mais également comment résoudre. C'est un problème global, c'est pas qu'un problème militaire. Il ne faut pas négliger les autres volets qui ne sont pas militaires. Et malheureusement, jusqu'ici, l'aspect militaire a été privilégié. Et je pense que c'est l'un des grands handicaps de toutes les initiatives prises jusqu'ici. Et vous, Marc-André, faut-il plus ou moins de troupes étrangères? Mais dans l'absolu, il faut moins de troupes étrangères. Il faut vraiment... Moi, étant un spécialiste des armées, j'espère que dans les prochaines années, on va voir l'émergence d'une stratégie réelle qui appartient, que les gouvernements vont s'impliquer réellement dedans et qui va amener ces petits. Et 2019 a été une année où est-ce qu'on a vu, où est-ce qu'une absence de... On n'a pas vu une absence, mais une difficulté à coopérer entre les armées. Et ça aussi, ça doit revenir des forces armées africaines. Donc, éventuellement moins, mais présentement, on est toujours dans ce moment où est-ce qu'on n'a pas vraiment le choix d'utiliser toutes les ressources possibles pour lutter contre la menace. Henri, il y a aussi les pays qui ne sont pas touchés pour l'instant, mais qui sont menacés. Pourquoi on n'implique pas tous ces pays, sachant que ça peut leur arriver aussi? Oui, effectivement, c'est là qu'il convient effectivement de privilégier, je dirais, la prévention et surtout la coopération, notamment au niveau des renseignements. Vous avez posé la question, plus d'armées étrangères ou pas? Je dirais mieux d'armées, puisque la task force Takuba va dans ce sens-là, puisque ce sont surtout des troupes spéciales venues des pays européens qui auront à charge de pouvoir intervenir. Mais ce qui est important, et ça a été rappelé d'ailleurs par M. Lamine, c'est qu'au-delà de la question militaire, il y a la restauration de l'État, très important, et puis, surtout le plus important, le développement économique. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur notre page Facebook, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe. À très bientôt. Au revoir.